Pendant plus d'1 an, nous sommes allés à la rencontre de travailleurs qui ont bien voulu témoigner devant la caméra, juste avant que l'épidémie du Covid-19 ne mette à l'arrêt le monde entier. C'est l'histoire de Vincent, Raphaël, Frank et Henry, Danny, Christine, Lise et Will. Ils se sont confiés sur leur parcours, leurs embûches et leur métier. Le travail doit apporter quelque chose. Si ça n'a aucun sens, autant pas travailler. Ce que je fais me rend très heureux. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto. J'ai toujours voulu réussir pour améliorer ma vie. Ce qui compte pour moi, c'est de faire mon travail et de bien le faire. À travers leurs portraits, nous allons interroger ce qui est en jeu dans un monde du travail dégradé. La plupart des travailleurs injectent quand même un minimum de sens à des pratiques qui sont pourtant des situations qui sont difficilement acceptables. Comment se protéger face aux discriminations au travail? Comment arriver, dans des conditions difficiles, à trouver de la satisfaction et du bonheur au travail? Bonjour, je m'appelle Raphaël Elono. Je suis né un 4 janvier 1960. Il était 16 heures dans la partie nord du Cameroun. Actuellement, je suis parisien. J'habite le 18e arrondissement, à la porte de la Chapelle. Je travaille pour une société de sous-traitance qui est chargée de l'accueil des usagers. Et croyez-moi, quand des gens ont travaillé toute la journée, ils ont tout donné, toute leur énergie. Et ils arrivent sur le quai, il faut leur donner un brin de sourire. Bon après-midi, messieurs, dames, mes collègues et moi, nous sommes toujours envie de vous accueillir sur ce quai de la ligne 11 à destination de Mairie des Lilas. Veuillez donc avancer tranquillement le long de ce quai. Prenez votre temps. Depuis ce matin, nous sommes à notre vitesse croisière. Et nous n'allons pas la lâcher d'un iota. Pour votre plus grand bonheur, messieurs, dames. Veuillez donc avancer tranquillement le long de ce quai. J'ai eu une passion pour la littérature. J'écris des livres. Je suis aujourd'hui à mon 6e livre. Le 7e va paraître au mois de janvier prochain. Je suis père de famille. Je suis marié avec Cécile. Elle est aide-soignante. Je suis d'origine bantou. Et chez nous autres bantous, la famille est très importante. Pendant qu'eux, ils prennent leur chocolat, moi, je prends le menu de maison. C'est une espèce de purée d'aubergine. Quand le bantou déjeune le matin, c'est ce qu'il boit tous les matins. Ça a un rôle, ça purifie le sang. Et ça vous donne de l'énergie dans la journée. Ça donne la pêche. Et je vais te mettre du chocolat aussi. Hein. Et le lait d'habit, il est où? D'accord. J'ai connu une enfance très heureuse. Je voulais devenir journaliste. Ensuite, je voulais devenir professeur de lettres. Pilote. J'ai rêvé de tout ça. Je n'ai pas exercé ce métier, j'ai plutôt fait autre chose. J'arrive en France, je m'inscris à l'école pour devenir technicien audiovisuel. Et une fois donc mes études achevées, j'avais postulé pour les médias, qui sont des grands médias aujourd'hui en France. Aucune n'a voulu de moi. Et au niveau des offres d'emploi, je vois qu'il y a une compagnie aérienne qui recherchait des bagagistes à l'aéroport d'Orly. Donc, je me suis dit, ça, c'était fait pour moi. Et un jour, le chef bagagiste, il m'appelle un jour dans son bureau et me dit, Raphaël, quand je lis vos rapports, j'ai l'impression de lire des romans. Qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, mais monsieur, quand vous me posez la question, qu'est-ce que je fais là? Je travaille. Je suis bagagiste.
Il dit non, ce n'est pas votre place. Et c'est là où il me propose un stage au Texas, aux États-Unis, à Dallas. J'ai vécu à Washington, D.C. pendant 8 ans. J'étais agent de sûreté aéroportuaire où j'ai eu mon diplôme de profiler. Le profiling, c'est en quelque sorte essayer un peu de comprendre la psychologie des voyageurs. Et puis contrôler les documents de voyage qu'ils ont afin de détecter les faux. Et j'ai démissionné pour les beaux yeux de ma femme Cécile. Elle m'a dit, si vraiment tu m'aimes, reviens me retrouver en France. Et me voilà en France aujourd'hui. Sur les quais de métro, quand on rend les gens heureux, quand on les voit sourire, ça me suffit. Hein. Messieurs, dames, bon après-midi et bienvenue sur ce quai de la ligne 11 à destination de Mairie de Lilla. C'est votre quai habituel, le quai de la bonne humeur, le quai du sourire éternel. Et comme à chaque fois, la priorité est toujours donnée à la descente, s'il vous plaît. C'est la fameuse théorie de la bouteille, et ne l'oubliez pas. On la vide d'abord, avant de la remplir par la suite. Lorsque vous êtes sur ce quai, messieurs, dames, on a l'impression que vous êtes sous les tropiques. Il fait au moins 40 degrés à l'ombre ici. Peu importe le temps qu'il fait à l'extérieur, messieurs, dames. L'impact que j'ai sur les voyageurs est en majorité positif. Il y a bien sûr une minorité pour vous traiter de bouffons, de cons. Là, ça peut être du racisme quand quelqu'un vient vous dire allez hurler dans votre Afrique. Or, ils oublient que je suis français. Je suis français. Et moi, je leur dis merci. Si nous sommes des bouffons, si nous sommes des cons, nous ne sommes que des bouffons des rois que vous êtes et que nous sommes en train de servir tous les jours. Restez extrêmement vigilants. Et pour tous ceux qui ne travaillent pas le week-end, bon week-end à vous tous. Step along the platform, take your time. Cantado si quiere. Y puede bailar, no hay problema. Don't worry. You just need to be happy at any time, any moment. Thank you. Vous savez, lorsqu'on n'est pas passionné, lorsqu'on n'a pas l'amour de l'humain, on ne peut pas être là à leur adresser ce genre de message. Il faut aimer les autres. Il faut aimer l'humain. Il faut avoir un appétit de l'humain formidable. Et ça vient du fond du cœur. Ce n'est pas fin, c'est franc. Bonjour les gars. Ça va Samir? Ça va. Reposez mon capitaine. Alors, ça va? C'est tout ce qu'il y a pour monde aujourd'hui. Je supervise une bonne vingtaine de personnes. Ils viennent de tous les horizons. De l'Europe, de l'Afrique et même de l'Asie. D'ailleurs, il y a une collègue qui est de l'Auvergne, qui va nous ramener la potée. Et c'est une grande famille. Alors, mon capitaine, reposez. Ouais. Le gars, il est déjà 30, Vous devez déjà être sur le quai. Je travaille 5 jours par semaine, donc le salaire brut, c'est 1752 €. Pour l'instant, c'est un CDD et mon boss m'a fait savoir qu'il aimerait me garder. Donc ça s'achemine vers un CDI. Et c'est une très bonne nouvelle. J'ai sauté de joie comme un enfant. Parce que tu es la plus belle femme au monde, ça je te le dis. Merci, voilà, ça va. tu es la plus belle femme au monde. C'est la magie de Noël. C'est la magie de Noël. Une table bien faite, avec un couvert d'excellence. Et des bougies. Des bougies. Comme plat ce soir-là, moi je voudrais manger un bouillon de poisson d'eau douce. C'est ça que j'aime manger tous les Noëls. Bah, moi j'aimerais bien du foie gras. Ah, du foie gras, oui, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et des huîtres, je sais que tu aimes les huîtres. Et un bon champagne. Dans du cristal, on peut déjà se permettre. Ouais, on peut déjà se permettre. Avec ton CDI qui arrive. Hola, señoras, señores. Estamos siempre felices de darle la bienvenida en este muelle que va a Mairie de Lilla, línea 11. La vie est un éternel combat. La vie est une lutte permanente.
Et c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Aucun cadeau ne vous sera fait. Et ce que vous avez à faire, faites-le bien. Faites-le bien. Parce que la vie est un éternel combat. Merci. Il y a une chose qui est très claire dans la trajectoire de Raphaël, c'est qu'il a été victime de discrimination raciale et que, après avoir reçu un diplôme, une qualification importante, un technicien de l'audiovisuel, n'a jamais réussi à être intégré dans son métier par une entreprise de l'audiovisuel. Donc, on sait bien que beaucoup d'enquêtes l'ont confirmé avec des chances réduites de moitié ou des 3/4 pour des personnes d'origine étrangère, en plus avec une couleur de peau sombre, d'obtenir ne serait-ce qu'un rendez-vous et encore plus une embauche. Quand on est de nationalité française et qu'on a un nom et un prénom à consonance française, il faut envoyer, ce qui est déjà pas rien, 19 CV pour obtenir un entretien d'embauche. Quand les CV sont ceux de profil de personnes avec un nom et un prénom à consonance marocaine, il faut envoyer 277 CV pour obtenir un entretien d'embauche. Ce que le portrait de Raphaël nous raconte du monde du travail aujourd'hui, c'est principalement ce qu'on peut appeler la division raciale du travail. C'est le fait que certaines catégories d'individus de la population sont répartis, assignés à certains emplois plutôt qu'à d'autres. Pour, par exemple, les aides-soignantes, ce sont souvent des femmes racisées, dont on a pu voir le caractère essentiel. Et bien sûr, la question que cela a posée immédiatement, c'est pourquoi ces métiers sont-ils si peu reconnus, valorisés et rémunérés ? On voit que les entreprises d'intérim qui envoient des travailleurs sur les chantiers vont les sélectionner en fonction de leur origine, puisqu'on prête à chaque origine des caractéristiques spécifiques de force physique, de caractère. Donc on est vraiment dans une gestion non seulement racialisée, puisqu'elle fait des différences entre les origines, mais raciste, c'est-à-dire qu'elle prête des caractéristiques différentes en fonction d'une origine. Les Marocains seraient travailleurs, les Ivoiriens seraient bons dans tel ou tel secteur, le coffrage serait réservé à certaines nationalités supposées. Et donc, effectivement, il y a un processus de déshumanisation des personnes qui sont comme ça catégorisées, qu'on ne voit plus comme êtres humains, mais comme simplement représentants d'un groupe ethnique ou social, qui ne peuvent pas faire leurs preuves, puisqu'on considère qu'ils sont réduits à leur apparence. Ja, guten Tag. Oui, bonjour. Ja, mein Name ist Frank Stiger. Je m'appelle Frank Stiger. Je suis né à Berlin en 1957. 57. Quand j'étais jeune, je voulais être cow-boy. Je suis employé par l'Église protestante. Je suis en charge d'un centre d'aide aux chômeurs fondé en 1980 et je le gère depuis 1993. Un centre d'aide aux chômeurs, ça veut dire que les gens viennent nous voir avec des questions variées sur leur allocation chômage et ils reçoivent des conseils. Ma famille, mes parents étaient pauvres. Mes grands-parents étaient pauvres. Il y a eu des situations familiales difficiles. J'ai souvent souffert de la situation financière très difficile dans laquelle était notre famille.
Da allerdings bei den Fremdsprachen, das wollte ich dir neulich schon sagen, das ist ja nun wirklich die Mega-Qualifikation für den Bereich, in dem du suchst, dass du so viele Sprachen und auch wirklich richtig gut sprichst. Le risque de tomber dans la pauvreté en Allemagne est grand et s'est accru ces dernières années. Nous avons des données chiffrées, statistiques pour le prouver. Et malgré la croissance économique qu'a connue l'Allemagne depuis 10 ans, le niveau de la pauvreté n'a malheureusement pas baissé et est resté stable. Elle s'est même accrue dans certains secteurs. Nous avons 300 000 chômeurs dans la ville, selon les statistiques officielles, qui sont identifiés comme étant à la recherche d'un emploi, soit un groupe de population très important. On peut aussi voir de plus en plus de personnes âgées. En théorie, jusqu'en 2010, nous n'avions pratiquement pas de pauvreté chez les personnes âgées en Allemagne. Et cette situation change de façon dramatique. Nous avons un bus de conseil et depuis 2007, nous parcourons en bus les rues de Berlin et nous proposons des consultations directement devant les bâtiments des pôles emploi. Hallo. Ich will auch gerade zum Jobcenter mich erkundigen, weil ich soll dann irgendwas zurückzahlen, keine Ahnung. Haben Sie da Termin heute? Oder? Also im letzten Jahr haben wir L'an dernier, nous avons conseillé 5900 personnes. Le premier groupe, à part les chômeurs, ce sont les familles monoparentales, qui sont de plus en plus nombreuses en Allemagne. Généralement, ce sont des femmes qui élèvent leurs enfants et qui ne sont pas en mesure d'accepter l'emploi qu'on leur propose. Haben Sie Kinder? Und wie viele? Ein Sohn und der lebt bei Ihnen, ja? Dann dürfte es aber nicht ausreichen. Und wichtig wäre dann hinterher noch mal genau zu gucken, ob die Leistung dann stimmt. Ja. Okay, dann mache ich das so jetzt. Dann schreibe ich erstmal also was. Also keine Angst. Ja. Okay, danke. Gut, tschüss. Les gens qui viennent nous voir ont toutes sortes de parcours. Presque tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Nous conseillons dans le bus aussi bien des architectes que des avocats. Les gens qui viennent nous voir traversent souvent des crises dans leur vie. Ils ont toutes sortes de problèmes. C'est un reflet de la société et nous devons le gérer. Der Gesellschaft, mit dem wir zu tun haben. Das hat damit zu tun, dass mal eine Kommission gegeben hat. Da war der Vorsitzende ein Peter Harz. Und dann haben die 4 Gesetze gemacht und das letzte Gesetz ist dann im Volksmund Hartz IV genannt worden. Das Geld, was Sie vom Jobcenter bekommen, ist Hartz IV. Hartz IV sichert nur das Existenzminimum. Ja? Das ist die niedrigste Leistung. Ja. Das kann ich Ihnen zeigen. Wenn Sie allein sind, dann kriegen Sie 424 €. Das ist der Bedarf. Ja? Das ist das Minimum. Ja. Die Dramatik der Entwicklung sieht man in Berlin auch daran. Le plus dramatique à Berlin, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui 75 ou 80% des chômeurs touchent le revenu minimum et n'ont plus d'allocation chômage. Ce revenu minimum est censé couvrir les moyens de subsistance et doit aussi permettre de payer un loyer, à condition qu'il soit à un prix raisonnable. Ceux qui reçoivent ce revenu minimum sont confrontés à la nécessité de déménager pour trouver un nouvel appartement qui corresponde à ces critères de prix raisonnables. Mais ils ne peuvent pas en trouver, car les appartements sur le marché sont beaucoup trop chers.
Tat eine Komplikation, weil da müsste eben der Sohn in den Hauptmietvertrag. Also das ist ja so, wenn er die Ausbildung macht und im Elternhaus wohnt, dann hätte er auch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 2. Wenn er aber in einem anderen Haus wohnt oder Wohnung wohnt, dann hat er eben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 2. Fragen Sie mich nicht nach der Logik, ist mir auch nicht ersichtlich. Und ich habe als junger Mensch, als Jugendlicher ein Gespür dafür Adolescent, j'avais déjà compris que ce n'est pas seulement la situation ou le caractère des individus qui sont en cause, mais qu'il y a quelque chose de structurel derrière tout ça. Was Strukturelles dahinter lag. Und das hat mich dann dazu geführt, zu sagen, wir müssen in der Gesellschaft. C'est pourquoi j'ai voulu changer quelque chose dans la société et organiser différemment le grand sujet social de la répartition des richesses. Le portrait de Frank était vraiment impressionnant. Je pense que nous avons besoin de gens comme Frank qui font ce genre de métier. Frank remplit donc un rôle très important puisqu'il comble le fossé entre la bureaucratie de l'aide sociale d'une part et puis ceux qui souhaitent obtenir des aides d'autre part. Avec Frank, c'est l'Église qui finance le projet et qui le paye. Mais il y a toute une multitude d'autres organisations bénévoles qui jouent exactement ce rôle. Nous avons vu avec la crise à quel point les professions du social sont importantes. Et nous devons dire aux jeunes que les métiers doivent être évalués aussi en fonction de leur pertinence sociale et pas seulement selon le montant de leur rémunération. Le travail, c'est bien plus que le travail, hein. C'est quand même aussi un espace d'intégration sociale. Et c'est vrai que quand on perd cet ancrage un peu stable dans son travail ou dans son métier, on se retrouve aussi à être en fragilité en termes de relations aux autres, d'appartenance à des collectifs, à un temps aussi régulé, à un espace régulé qui est celui du travail. Et ça fait effectivement aussi que pour ces travailleurs qui sortent de l'emploi stable, ça peut aussi amener à des formes comme ça un peu de désintégration, on pourrait dire sociale. Le nombre de bas salaires en Allemagne est l'un des plus importants d'Europe occidentale. Et ce que les études sur le marché de l'emploi nous apprennent, c'est qu'il y a de plus en plus d'emplois dans la tranche des professions hautement qualifiées et qu'il y a aussi davantage d'emplois dans les secteurs très peu qualifiés. Et donc nous constatons une polarisation. Il y a un mouvement vers le haut et vers le bas. Et le milieu disparaît. Et c'est beaucoup plus dur pour les gens les moins qualifiés. Malgré la reprise du marché de l'emploi, il y a toujours une forte pauvreté au travail, c'est-à-dire des personnes qui travaillent et qui sont quand même pauvres. Bonjour, je m'appelle Vincent Armillon, j'ai 43 ans. J'habite à Roanne. C'est une ville moyenne, assez sympathique, entre Lyon et Saint-Étienne. On pourrait dire que je suis un travailleur heureux, oui. Les activités que j'ai me procurent de la satisfaction. Mais c'est vrai que je suis salarié précaire, maintenant ça devient un peu la norme. Le CDI, je pense, c'est une espèce en voie de disparition. C'est plus de l'intérim, du CDD. À l'heure actuelle, je suis assistant d'éducation, plus communément appelé pion, donc je suis surveillant dans un établissement scolaire. Et puis en parallèle, je suis aussi rédacteur web pour une agence qui travaille pour des grands sites web. Cette voiture, elle est particulière, c'est une voiture de famille un peu. C'est la voiture de mon papy. Et généreusement, il me l'a donnée.
Et voilà. C'est une vieille voiture, mais bon, j'ai pas les moyens de mettre 10 000 € dans une voiture neuve. C'est une somme que je n'ai pas. Et voilà. Hier, je suis passé à la banque. J'y passe à peu près toutes les 2 semaines pour retirer de l'argent liquide. Ça fait partie des projets de reprendre une carte bleue parce que c'est quand même pratique pour certaines choses. Ne serait-ce que pour prendre de l'essence. C'est compliqué de prendre de l'essence quand on n'a pas de carte. Je me souviens au collège et lycée, j'étais très nul en maths, j'étais très nul en langue, j'aimais beaucoup l'histoire. Donc voilà, j'ai choisi une fac d'histoire. Et après, donc, j'envisageais éventuellement de faire une école de journalisme. Et je suis allé à l'agence du quotidien régional de Roanne. Et je me suis présenté. Je ne pouvais pas faire de stage parce que, n'étant pas en école, je n'étais pas conventionné. Mais le chef d'agence, très sympa, m'a dit si tu veux venir une semaine pour voir, d'accord. Et on m'a proposé ponctuellement des CDD. C'est-à-dire que quand un journaliste était en vacances ou malade, je faisais un remplacement. Et là, il y a eu un enchaînement de CDD. Des fois, c'était des CDD, c'est extraordinaire parce qu'on arrive à faire des CDD d'un jour. Je me souviens d'un mois où j'avais eu 7 CDD dans le même mois. Et voilà, les CDD sont accumulés. J'y suis resté 6 ans. Et au bout d'un moment, c'est la direction qui m'a dit « Ton CDD, il est trop long et ça va pas. On est dans l'obligation de t'embaucher, mais on ne crée pas de poste actuellement. Et donc, il faudrait aller voir ailleurs. » J'ai pleuré. Ça a été assez violent. Et après, je me dis que ça fait 6 ans que je travaille dans un quotidien régional, que j'ai une expérience, que voilà, je vais envoyer des CV aux différents journaux de France et de Navarre. Et au bout de 4-5 jours, je me dis, je vais appeler pour montrer que je suis très motivé, que vraiment le poste m'intéresse. Et la personne qui m'avait répondu m'avait dit, oui, on a sans doute reçu votre CV, on en a reçu 700. Donc là, ça casse un petit peu le mythe de se dire je vais trouver facilement. Je reste assez longtemps au chômage et après c'est les hasards de la vie. On me parle d'un poste de surveillant dans un lycée, surveillant d'internat en plus, donc de nuit. Et 3 jours après, j'étais au lycée. Le contrat de surveillance, c'est des CDD d'1 an. J'ai été pris à plein temps et donc le lundi et mardi, je suis en journée, vraiment dans la vie du lycée, 2 jours, et le mercredi et jeudi, je fais les nuits. On est payé au SMIC horaire. Les nuits ne sont pas des nuits de veille, on n'est pas censé rester éveillé au cas où il y a un problème, donc on dort, donc il y a 6 heures qui ne sont pas comptées. Mon contrat actuel se termine fin août. Et le prochain va démarrer au 1er septembre. Ça peut être renouvelé 5 fois. J'ai encore 3 ans, je suis à la moitié. Après 6 ans, c'est ciao bye. C'est... voilà, on dégage quoi, en gros. Après, j'aime bien avoir plusieurs métiers. Donc je travaille pour des grands sites qui cherchent du contenu web. Donc je fais des articles, voilà, ça peut être des biographies, ça peut être des articles sur l'immobilier. Une commande, 5 articles de 3000 signes pour un site musical. George Michael et Freddie Mercury, zoom sur une amitié sous le feu des projecteurs. Celui-là, il va être galère. Il faut savoir que sur Internet, beaucoup des articles qui ne sont pas des articles d'actualité sont faits par des gens comme moi qui vont produire de la matière, on va dire. On est payé en droit d'auteur. C'est rigolo. C'est bien parce que ça ne prend pas trop de charges. Mettons que j'ai fait un article et qu'ils doivent me payer 20 €. La semaine suivante, je vais toucher 20 € sur mon compte directement. Patrick Bruel, quelle star aperçoit-on dans le clip de Place des Grands Hommes? D'accord, je ne savais même pas
Je me mets un petit défi, je me dis d'essayer de gagner 10 € de l'heure. Si on fait le compte à la fin de la semaine, oui, ça fait pas mal d'heures, mais j'ai le sentiment d'avoir quand même beaucoup de temps libre aussi. Mais ça fait beaucoup. Certainement, mais j'essaie de pas me mettre trop la pression. Il y a quand même de moins en moins de gens qui ont des CDI, c'est plus des CDD. C'est une politique qui est mise en œuvre pour des emplois précaires. Maintenant, ça peut avoir un intérêt, c'est-à-dire de ne pas faire toute sa vie la même chose, ce qui n'est pas forcément mauvais. Ça peut être intéressant de changer. Après, oui, c'est compliqué. Le portrait de Vincent est intéressant, il dit beaucoup de choses sur les transformations récentes du salariat. On le voit, il n'a pas réussi à accéder directement au secteur professionnel qui sont séduisants pour une partie des jeunes et des étudiants, donc notamment le journalisme, aussi les métiers artistiques. Et donc, il est possible pour les entreprises de ces secteurs de mal embaucher, c'est-à-dire d'embaucher sous des statuts précaires. Oui, Vincent, il est précaire. Et effectivement, il y a des lois qui font qu'au bout de 6 ans, si vous êtes un CDD, au bout de 6 ans, vous avez droit au passage en CDI, voire à la titularisation. Donc, on va couper, on va licencier la personne juste avant la date fatidique des 6 ans à laquelle elle pourrait prétendre la pérennisation de son emploi. Le nœud du problème, c'est pourquoi effectivement il n'y a pas d'embauche plus stable. Ça correspond clairement à tout le nouveau régime qui est celui de la révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il ne faut plus embaucher. Donc, conséquence évidemment, disparition de postes, gel de postes. On l'a constaté avec violence et dangerosité sur la question hospitalière ces derniers temps, mais c'est aussi le cas dans l'éducation nationale. L'État cherche à s'auto-limiter pour laisser la place au marché. Vincent, oui, on peut dire que c'est un travailleur du clic. C'est-à-dire un de ces travailleurs invisibles, anonymes, qui alimentent les sites. Alors là, c'est les sites d'information, alors d'enquête éventuellement, mais là, dans son travail, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas véritablement de valeur ajoutée, mais donc c'est un travail qu'on peut dire taylorisé, parcellisé, prévisible, routinier. Il est vraiment typique de cette précarisation du travail intellectuel, du travail journalistique en l'occurrence, qui se développe aujourd'hui dans le régime néolibéral d'organisation du travail. C'est vraiment une nouvelle forme de travail qui est apparue ces dernières années dans le cadre des transformations néolibérales du travail. Ça fait partie de ces travaux à la tâche. Le crowdworking, qui est souvent sur Internet, consiste à répondre à des demandes pour faire une tâche très très précise, très délimitée. Et donc, ce crowdworking fait partie aussi d'une précarité puisqu'il n'y a aucune sécurité, aucune garantie qu'on aura du travail demain, ni même qu'on sera payé. Si on ne finit pas une tâche où elle n'est pas réussie, on n'est pas payé. On se retrouve dans la situation de l'avant-code du travail et donc on se retrouve dans des situations finalement qui peuvent ressembler à ce qui se passait au 19e siècle. C'est-à-dire, par exemple, l'embauche au jour le jour. C'est le travailleur lui-même qui paye en permanence le prix de l'incertitude économique. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Henry Chango Lopez. Mon nom est Jason Moyoli. J'habite à Londres. J'habite à Londres. Je suis né en Équateur. Je suis né dans le nord-est des États-Unis. Je travaille pour un syndicat qui s'appelle le Syndicat des travailleurs indépendants de Grande-Bretagne. Et mon travail consiste à défendre les travailleurs précaires qui sont dans une situation difficile. J'ai obtenu ma carte de séjour dans ce pays en 2009. À l'époque, je ne savais pas très bien parler anglais.
J'ai commencé à travailler comme homme de ménage à l'université de Londres. Les boulots, c'était seulement du ménage, car je n'avais aucune expérience et je n'avais pas fait d'études non plus. Les universités pratiquent la sous-traitance afin de s'enrichir. Et au Royaume-Uni, la majorité d'entre elles sous-traitent pour le ménage, l'accueil, la sécurité, le jardinage. La plupart de ces travailleurs sont des immigrés. Et ces sociétés, très souvent, ne paient pas les salaires. Ils modifient les contrats selon leur bon gré, ils jettent les gens quand ça les arrange et personne ne se plaint. C'est la norme ici, pour les emplois précaires. Si vous osez vous plaindre, ils se débarrassent de vous. De nombreux collègues n'étaient pas payés à la fin du mois, d'autres pendant 2 mois. Certains étaient sur le point d'être virés de chez eux parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer. On n'était pas syndiqués et on a décidé d'agir. On a fait une grève sauvage et on est tous sortis avec des tambours et des vuvuzelas. Et on a fait plein de bruit. De nombreux étudiants sont venus nous soutenir. Quand j'ai commencé la fac, je voulais travailler dans le développement économique. Donc j'ai étudié l'économie et le développement économique. Et un jour, un des hommes de ménage qui travaillait à la fac m'a dit qu'il y avait une rencontre pour défendre de meilleurs salaires pour les travailleurs sous-traités à l'université, et il m'a invité à la rencontre. Cela a débouché sur la grève sauvage du 1er septembre 2011. Les hommes de ménage et les gardes de sécurité en ont eu tellement marre de ne pas être payés. Je me souviens d'un homme qui avait été prévenu par son propriétaire qu'il avait 48 heures avant de dégager de chez lui. Ils n'avaient pas le choix, ils se sont mis en grève. J'ai commencé par faire prendre conscience à mes collègues que l'on pouvait agir. Et ils ont vu que l'on pouvait défier la direction. Ça a été le début de quelque chose, le début de l'espoir. À partir de ce moment, les choses ont commencé à changer à l'université. Grâce à la grève, très vite, l'université a négocié. Et en 72 heures, 6 000 livres qui étaient dus aux salariés ont été payés. Ça montre qu'on peut très vite régler ces problèmes quand il y a la bonne action en face. Nous sommes allés dans d'autres universités afin de mettre fin à la sous-traitance. Il est possible de mettre fin à l'exploitation et aux mauvaises conditions de travail, et d'en finir avec la discrimination subie par les travailleurs qui ne travaillent pas directement pour l'université. La plupart des travailleurs sont d'origine africaine ou asiatique. Et ils n'étaient pas autorisés à manger à la cantine où tout le monde mange. Les étudiants, les professeurs, tout le monde. Ils n'y étaient pas admis. Donc, ça causait des pratiques vraiment discriminatoires dans l'université à cause de la sous-traitance. J'ai toujours voulu progresser dans la vie et étudier. Je représentais mes collègues, j'apprenais à écrire en anglais. C'est très dur si vous ne maîtrisez pas la langue, d'adresser des plaintes ou de représenter les travailleurs, car la majorité de ces plaintes sont faites par email. Je me suis dit que je devais suivre des cours. C'était vraiment effrayant au début, parce que je pensais que j'allais échouer, parce que je ne savais pas écrire correctement à l'époque. Et malgré mon emploi à temps plein, j'ai commencé à étudier les sciences sociales. Avec tout ce poids sur mes épaules, c'était dur d'étudier. Parfois, je quittais la bibliothèque à minuit et je rentrais à la maison à 2 heures du matin. Et le jour d'après, je me levais à 5 pour aller travailler. Au bout de 5 ans d'études, j'ai réussi à obtenir mon diplôme.
À l'Université de Londres, nous nous sommes syndiqués. Mais les gros syndicats ne comprennent pas les problèmes des travailleurs immigrés. Et c'est pourquoi je pense que les travailleurs immigrés sont exploités. C'est pour ça que nous avons créé notre syndicat. Nous sommes un syndicat encore petit et relativement jeune au Royaume-Uni. On a été créé en août 2012 et nous représentons principalement les travailleurs les moins bien payés. Les travailleurs immigrés et les travailleurs qui sont dans des formes atypiques d'emploi. Par exemple, les coursiers, les chauffeurs de VTC qui travaillent pour les plateformes. Et nous représentons aussi les familles d'accueil, les travailleurs du jeu vidéo. On a créé 9 branches en tout. On a ouvert un bureau en Écosse la semaine dernière. I realised that foster carers really don't have a voice, not just within Scotland, but within England, Wales and Ireland. And this union I love. Ce que nous avons réussi jusqu'à présent est incroyable. On a réussi à donner de l'espoir à beaucoup de nos travailleurs dans ce pays. Avant ça, ils ne misaient pas beaucoup sur les syndicats. Let's get this, making this union greater. Let's grow the membership by next year double. And yes, thank you. Je suis secrétaire général et Henry est maintenant le président du syndicat. Une des actions en cours se déroule dans un club très privé, réservé à ses membres. Un club de riches qui accueille des milliardaires et des célébrités. Ce club emploie du personnel de cuisine qui nettoie les verres et les assiettes de ces célébrités et de ces milliardaires. Et ces travailleurs ont été récemment sous-traités. La plupart de ces travailleurs viennent d'Amérique latine et ils sont payés un salaire de misère, sans congé maladie. Même si ces clubs se font un max d'argent, c'est comme ça qu'ils traitent leurs travailleurs. We're here to shame 5 Hartland Street and demand a living wage and sick pay, and we'll be gone soonish when we're tired. Right, rough estimate is when you're going to be tired? How's everyone feeling? We just got going. Where is number 5, just to educate me? Huh? Where is number 5? It's here, it's this way. Dès qu'on commence une action, qu'on fait part de demandes, les sociétés cherchent par tous les moyens à se débarrasser de ces travailleurs. Ça veut dire qu'ils deviennent coupables d'être impliqués dans des actions syndicales. Cette société de sous-traitance a ainsi congédié 7 de ces travailleurs. On leur a dit que s'ils viraient ces travailleurs, on les traînerait au tribunal. Et après quelques semaines, le club a décidé de les réintégrer. On a pu mettre fin à la sous-traitance qu'ils avaient à peine commencé il y a 4 semaines. On a environ 25 personnes qui travaillent au sein du syndicat. Environ 5000 membres et 300 nouvelles personnes rejoignent le syndicat chaque mois. We're going to be releasing some materials for you to give to your colleagues when you're talking to them about the union. We've got members in Belfast now. Yeah. Cool. Which I didn't think was possible. I can't believe that we have come this far. It's been 8 years of campaigning. I remember all my friends being very quiet. I've been very afraid of going out because I was afraid myself because I didn't know what was strike or what was a wildcard. And it's great because just this year we have had many victories. I'm sure I think they are very scared that the securities are going to go, especially the security guards are going to go on strike because that will shut the university. Can you imagine 100 security guards on strike? That's amazing.
On a gagné le salaire minimum à Londres, on a gagné la reconnaissance du syndicat, on a gagné une retraite décente, un meilleur salaire, mais surtout, on s'est battu pour faire réengager les travailleurs et mettre fin à la sous-traitance. Et mon père est l'un d'entre eux. Il bénéficie de cette décision, il a été réengagé il y a juste 2 semaines. La raison pour laquelle ces sociétés parviennent à priver ces travailleurs de leurs droits est à mon avis très simple à expliquer. C'est que l'État ne fait presque rien pour faire appliquer le droit du travail. La probabilité qu'une société anglaise soit contrôlée sur l'application du salaire minimum est de 1 fois tous les 500 ans. Donc, il n'est pas étonnant que ces sociétés n'y prêtent aucune attention. On est en train de créer quelque chose que l'on voit grandir de jour en jour. Et je crois que nous avons maintenant le pouvoir de changer les choses. Je pense que le portrait d'Henry est à la fois l'histoire incroyable de quelqu'un qui est devenu un leader syndicaliste, mais dans ce portrait, il y a aussi une histoire plus grande, celle que j'ai souvent connue avec les travailleurs précaires à Londres. Les travailleurs et travailleuses précaires, le plus souvent, n'ont pas une unité d'espace et de temps de travail collectif. Et donc, c'est tout simplement difficile de les rencontrer, de se dire ce qui ne va pas dans le travail et de partir du collectif de travail pour construire une démarche syndicale. C'est pour ça aussi que l'initiative de Henry est tout à fait remarquable et force le respect et l'admiration. Mais c'est vraiment très difficile. Il faut beaucoup de temps et d'abord du temps pour se rencontrer, alors qu'on ne se rencontre pas directement au travail. Quand on y pense, le modèle de sous-traitance du personnel d'entretien et de sécurité par les sociétés classiques est similaire à la manière dont les plateformes de la nouvelle économie fonctionnent. Avec Uber, par exemple, qui essaie de faire de ses travailleurs des auto-entrepreneurs. Ainsi, ces sociétés évitent d'avoir à payer un salaire minimum et n'ont pas à respecter les droits qui sont dus aux employés. Mais je pense qu'avec l'économie du numérique, ce qu'on voit à travers ce nouveau développement, qui est le taylorisme informatique, c'est une tentative de la part du management de surveiller les travailleurs et de les faire travailler plus dur en minimisant leurs pauses. Et tout ça est possible grâce à l'utilisation massive des smartphones qui permettent de suivre à la trace les travailleurs. Le taylorisme informatique, c'est la poursuite, la radicalisation, d'une certaine façon, du taylorisme classique avec maintenant les outils, les nouvelles technologies, les outils du numérique. Sauf qu'on n'est plus dans une période de compromis comme autrefois où Ford avait convaincu ses ouvriers d'accepter la chaîne, de travailler à la chaîne, la déqualification, la routinisation du travail. Il les avait convaincus d'accepter ça contre des hausses de salaire. Il doublait les salaires. Sauf qu'aujourd'hui, on ne leur offre pas de hausse de salaire pour les aider à accepter cet abandon de toute créativité dans le travail. Oui, vous pouvez contrôler les gens de manière très efficace avec ces méthodes, mais elles dégradent incroyablement la nature du travail. Et donc le moral des travailleurs s'effondre, la qualité du travail s'effondre, et la conséquence pour les travailleurs, c'est que leur autonomie est réduite. Lorsque l'organisation du travail envoie comme message incessant et quotidien aux travailleurs que son autonomie, sa liberté en tant qu'individu est sans arrêt niée au quotidien de l'organisation du travail, ça alimente des attitudes de passivité ou de résignation dans la sphère politique. Il y a plusieurs études statistiques qui ont
montrait cette corrélation forte entre la perte de l'autonomie au travail de certaines catégories de salariés et la montée dans ces mêmes catégories de l'abstention aux élections, la capacité d'agir en citoyen autonome et de faire vivre la démocratie, elle se détermine ou elle se détruit largement dans l'organisation du travail lui-même. Dans un monde où la crise climatique s'accélère, où on nous parle d'intelligence artificielle et de robotisation, quel avenir pour les travailleuses et les travailleurs ?